Bonjour monsieur. Bonjour. Vous devez vous présenter à nos différents followers s'il vous plaît. Voilà, moi c'est Chérif Samsedine Sarr. Je suis le coordonnateur du réseau des îles de Basse-Casamance. Voilà. Aujourd'hui, vous avez pris part à un atelier relativement à JVE, ici à Carabane même justement. Parlez-nous un peu de la nature de cet atelier. Quels sont ses enjeux, ses objectifs et ses portées. Sa portée, j'allais dire. Voilà, donc dans le cadre en tout cas de nos initiatives de développement local, de la recherche de solutions contre les changements climatiques dans les îles, donc nous avons eu l'opportunité de recevoir en tout cas dans les îles un projet, le projet Action féministe climatique en Afrique de l'Ouest, un projet qui est développé par l'ONG JVE Sénégal, plus particulièrement la partie qui concerne les îles. Donc, et dans ce projet, il est question, en tout cas, vraiment d'accompagner les communautés dans la lutte contre le changement climatique à travers une approche vraiment économique. Donc, c'est la raison pour laquelle le projet s'intéresse à l'agroécologie, et l'éducation environnementale, mais également à tout ce qui est transformation des ressources locales. Donc, c'est un projet qui a commencé l'année dernière, 2023, qui va terminer en 2026. Et durant en tout cas cette période, nous allons, le partenaire JVE Sénégal va accompagner les femmes, essentiellement les femmes des îles de la Basse-Casamance, et plus particulièrement dans les îles de Sifoka, de Wendaï, de Carabane, de Nikin et de Hayer. Donc c'est un projet qui va vraiment accompagner les femmes, certainement dans le périmètre maraîcher, pour que les femmes puissent avoir des activités économiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus rentables. Les femmes qui sont dans la transformation des produits halieutiques, tout ce qui est la pêche, l'ostréiculture, elles vont également bénéficier d'un accompagnement. Et grâce en tout cas à ce partenaire JVE Sénégal, qui en tout cas aujourd'hui qu'on peut compter parmi les partenaires des îles de la Basse-Casamance. Ok, il y a aussi un autre volet, non moins important, qui est la promotion de l'éducation environnementale dans des établissements scolaires. Quelle appréciation faites-vous justement de cette initiative? Voilà, nous savons tous que nous sommes dans un environnement en situation de dégradation, en tout cas progressive. Donc c'est la raison pour laquelle, même si on développe des activités économiques, il faut penser vraiment à accompagner les populations à adopter des comportements éco-responsables. Et donc ces comportements éco-responsables ne peuvent se faire que par l'éducation environnementale. Et le projet aussi prévoit vraiment d'accompagner les populations, surtout les enfants des îles, à mettre en place, à bénéficier d'une éducation environnementale pour permettre à tout un chacun de connaître les ressources qui sont dans les îles, comment les protéger et surtout, en tout cas, quels sont les avantages de pouvoir les préserver afin de toujours bénéficier sur ce qu'on peut appeler les services écosystémiques. Donc c'est quelque chose, un volet important du projet, et nous considérons que, en tout cas, d'ici la fin du projet, JVE Sénégal, tout comme les autres partenaires qui sont déjà dans les îles, il faut le dire, comme le projet Réseau Casamance, donc développé par l'ONG Justice et Développement et l'ONG CEAS, donc le centre écologique Albert Schweitzer. Donc nous pensons que, en tout cas, la combinaison de ces projets et de tout autre projet qui viendra va permettre de changer la donne dans les îles, pour avoir des îles plus résilientes, pour aussi avoir des communautés insulaires bien formées, bien sensibilisées sur les enjeux de la protection de l'environnement, sur les problématiques de changement climatique, parce que nous savons tous que les îles sont les premières victimes du changement climatique, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, les experts les plus importants. Vous lisez les rapports qui sont écrits par les plus grands experts du changement climatique, en l'occurrence le groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Donc à chaque année, ils produisent des rapports sur la situation du changement climatique dans le monde. Et ils ont un chapitre spécial qui est dédié aux îles. Et dans ce chapitre, il est clairement dit que les îles sont les milieux les plus vulnérables au changement climatique. Et si rien n'est fait, les îles vont disparaître, parce qu'à l'échelle du monde, il y a déjà des îles qui sont en train de disparaître. Oui, effectivement, parlant de ces îles,
Y compris les îles donc de la Basse-Casamance, certainement. Bien évidemment, bien évidemment. Les îles de la Basse-Casamance ne sont pas épargnées de ces risques. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que les îles ont une vulnérabilité qui est assez spécifique. Ça, il faut le comprendre. Surtout nos îles, les îles de la Basse-Casamance. Nous sommes des îles qui sont très petites, d'accord. Donc j'ai l'habitude de dire la plus grande île de la Basse-Casamance, c'est une île qui a environ 80,06 km². Et la plus petite île, c'est une île qui a, disons, 6 km². Donc à l'échelle, si on considère que Madagascar est une grande île, mais vous ne pouvez pas faire une comparaison entre l'île de Madagascar et les îles Canaries et les îles de la Basse-Casamance, parce que nous avons des petites îles, toutes petites îles, des micro-îles, on peut même dire des nano-îles, ok. Donc pour dire que ces petites îles-là, là où nous vivons aujourd'hui, si on doit continuer de subir l'érosion côtière, si on doit continuer de subir l'élévation du niveau de la mer, mais on sait tous qu'on ne peut pas continuer à survivre. Nos conditions de subsistance sont menacées. Et c'est une réalité, c'est pas fantaisiste. Les îles sont réellement menacées et ces menaces-là sont en train de faire des dégâts. Ces menaces sont perceptibles. Vous venez ici à Carabane, il n'y a même pas, vous voyez, là actuellement nous sommes au foyer des jeunes. Il y a une semaine, il y a une houle très forte, ok, qui est entrée à Carabane et l'eau est arrivée jusqu'au mur du foyer des jeunes de Carabane. Ah oui? Donc, l'eau est entrée dans la plupart des zones qu'on n'imaginait pas avant que l'eau pourrait arriver là-bas. Donc malheureusement, bon, il n'y a pas, en fait, on doit travailler sur la documentation de tout cela, mais c'est une question très préoccupante et qu'on doit prendre très au sérieux, parce que très souvent quand on parle, les gens non, sont des alarmistes, ils se passent tout le temps à pleurer, mais c'est une réalité. Tant que vous ne vivez pas ici, vous ne pouvez pas connaître les catastrophes. Et donc si nous, insulaires, on vous explique les catastrophes, soit vous venez pour vérifier ces catastrophes, ou bien vous nous accompagnez. Parce que c'est très important, c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons à l'endroit de toutes les personnes qui sont vraiment, qui se œuvrent dans le développement et qui cherchent des solutions contre le changement climatique. Nous rappelons que notre invité s'appelle Dr Samsidine Sarr, il est docteur en géographie, diplômé donc de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Samsidine, on connaît, tout le monde le sait, ton combat pour la préservation, la défense et la résiliation des îles. Pensez-vous que le sommet qui vient de prendre fin à Dubaï prendrait en compte justement vos préoccupations d'une manière ou une autre? Et d'abord, comment appréciez-vous ce sommet? Est-ce que vous avez eu déjà l'écho de ce sommet ou bien vous avez une quelconque participation par rapport à ce sommet? Oui, donc je pense que c'était un sommet quand même historique, c'est ce qui s'est passé à Dubaï. Moi je n'y étais pas, mais quand même je sais que mon message est arrivé à Dubaï, parce que avant le sommet, donc, nous avons été invités à Palmarin. Donc les îles de la Basse-Casamance et les îles du Sine Saloum et même les îles du côté de Saint-Louis sont retrouvées à Palmarin. Et grâce en tout cas à une invitation de l'ONG JVE qui est aujourd'hui ici avec nous, et de Oxfam International et d'autres organisations. Et donc où on s'est vraiment retrouvé pour présenter les problèmes de nos îles, pour que l'équipe de JVE qui doit aller à la conférence internationale sur le climat et l'équipe de Oxfam et l'ensemble des acteurs au Sénégal qui doivent aller au niveau de ces conférences internationales, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a des petites îles au Sénégal qui sont menacées de disparition et qu'il faudrait faire quelque chose. Et en tout cas, le compte rendu que nous avons eu, donc à travers notamment le responsable de JVE qui était à cette conférence, ils nous ont dit que le message a été transmis. Dans leur présentation, dans leur plaidoyer, ils ont présenté les besoins des îles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont très contents aussi de venir aussi commencer à faire des actions avant qu'on puisse avoir d'autres financements. Maintenant, l'une des résolutions qui ont été en tout cas adoptées au niveau de cette COP 28 de Dubaï, c'était vraiment le financement des pertes et dommages. D'accord? Ça veut dire que la communauté internationale est d'accord aujourd'hui à mettre en place des mécanismes pour vraiment financer les pertes et dommages. Donc quand on dit pertes et dommages, on sait que les pollueurs de ce monde sont les moins impactés par le changement climatique. Les États-Unis aujourd'hui, ils sont en train de penser, par exemple, et même l'Occident, ils sont en train de penser à comment développer l'agriculture dans des immeubles. Quand même, hein? Okay? L'hydroponie, c'est-à-dire l'hydroponie, et il y a d'autres types d'agriculture. Ils peuvent construire des bâtiments en plein Washington, okay, où ils cultivent de la tomate. Décidément, okay?
Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont les moyens de réfléchir et de faire ces innovations. Mais nous autres ici, nous n'avons pas ces moyens. Nous, si aujourd'hui notre terre est salée, soit on quitte l'île, on va à Dakar, on va s'entasser là-bas comme tout le monde, ou bien on meurt de faim. Donc c'est pourquoi aujourd'hui avoir cet accord de la communauté internationale qui décide vraiment de voir comment financer les pertes et dommages, donc ça aide vraiment les communautés les plus impactées à avoir les moyens, à avoir les ressources pour vraiment lutter contre les changements climatiques et continuer à préserver le moyen de subsistance. Donc je pense que ce sont des avancées qui sont significatives, même s'il y a encore beaucoup d'autres efforts à faire pour que vraiment ceux qui polluent le plus dans ce monde, ceux qui contribuent au changement climatique le plus dans ce monde, puissent reconnaître leur haute responsabilité et qu'ils vraiment essaient de voir comment accompagner davantage, encore plus, les communautés les plus impactées. Mais de ces recommandations donc, de ce sommet, il a été dit que les pays en voie de développement cessent d'exploiter des énergies fossiles. Prenons le cas du Sénégal, qui ne serait pas autorisé à exploiter quand même ces gisements miniers et pétroliers pour ne pas participer quand même à la pollution mondiale. Qu'en dites-vous? Donc je pense que ça c'est bien parce que nous devons tous lutter pour réduire les gaz à effet de serre. Et quand on dit gaz à effet de serre, on sait que les énergies fossiles ont une contribution très importante, voire la plus importante de la pollution atmosphérique. Donc quand la communauté internationale s'entend à réduire ces gaz à effet de serre, à travers la réduction ou la suppression des énergies fossiles, donc c'est quelque chose qu'on peut louer. Maintenant, il faut vraiment que ça soit d'une façon raisonnable, d'une façon, en tout cas, qu'il y ait de l'équité en fait dans cette transition vers les énergies propres. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est un pays qui a besoin de se développer. Nous avons besoin de moyens financiers, nous avons besoin de ressources pour nous développer. Parce que tous ces pays qui aujourd'hui sont d'accord à abandonner les énergies fossiles, ils se sont développés grâce aux fossiles. Donc nous aujourd'hui, certes, on ne peut pas faire les mêmes bêtises qu'eux, c'est-à-dire en venir en choisissant un modèle de développement qui n'est pas pensé, qui n'est pas adapté à notre réalité environnementale et à notre réalité sociale. Nous, on doit apprendre des erreurs que l'Occident a fait, qui a détruit la planète, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation, mais aussi on ne doit pas pouvoir freiner notre potentiel de développement, qui fait que aujourd'hui nous on a du pétrole, on a du gaz, on dit qu'on ne va pas arrêter, on va arrêter l'exploitation du pétrole et du gaz pour la planète, pour le monde entier. Ben, si le monde entier nous donne l'équivalent de ce qu'on peut avoir, en tout cas en termes de ressources, ben là on pourrait arrêter. Mais tant qu'on n'a pas cela, on essaiera de voir comment développer l'ensemble de ces ressources fossiles de façon raisonnable, mais aussi de faire de telle sorte que vraiment qu'on puisse avoir les moyens de notre développement et surtout financer que ces ressources énergétiques fossiles puissent permettre de financer notre transition écologique, et ça peut aider. Donc cela permettra de respecter l'environnement, mais aussi de nous développer. Dernière note, l'insulaire Dr Samsidine, une note d'espoir par rapport au plan de sauvetage des îles. Est-il envisageable que les îles, les îles de la Basse-Casamance ne seront pas englouties dans les eaux océaniques? C'est envisageable. En fait, comme je dis, le risque est réel, mais je sais aussi qu'il est bel et bien possible en fait de sauver les îles. C'est possible parce que si nous avons à Dubaï qui ont construit des îles artificielles dans l'eau, donc cela veut dire que tout est question de moyens, tout est question de connaissances et d'expertise. D'accord? Donc d'abord, la première chose, c'est de valoriser les connaissances locales, que les communautés locales puissent s'engager à faire des actions concrètes, vraiment qui permettent de réduire le niveau de dégradation de notre environnement. Ça, c'est important. Première responsabilité locale. Donc il y a des petites actions qu'on peut faire localement, telles que les reboisements, etc., qu'on peut faire et qui permettent de ralentir le phénomène. Maintenant, après, il y a peut-être des moyens beaucoup plus lourds qu'il faudrait faire, mais qui ont besoin de beaucoup plus d'ingénierie. Donc, on doit pouvoir étudier comment aménager. Tel que l'arrosement des côtes ou bien? Donc, l'arrosement des côtes peut être une solution, peut ne pas être une solution. Mais je sais qu'aujourd'hui, les brises-lames peuvent être une solution. Mais chaque milieu a besoin d'une technologie, d'une méthode adaptée. C'est pourquoi très souvent, il est important qu'on puisse avoir des gens qui viennent faire des études, qui étudient le fonctionnement de notre littoral
qui comprennent le mouvement en tout cas des sédiments, qui comprennent la force des courants, la direction des courants et l'ensemble des facteurs, en tout cas naturels, qui font que si on fait un aménagement, ça ne va pas dégrader l'environnement et ça va vraiment nous permettre de maintenir nos côtes. C'est bel et bien possible parce qu'il y a les Hollandais, ils sont très forts dans ça, d'accord. Et il y a pas mal de technologies dans le monde qui tournent autour de ça. Donc il faut qu'on puisse faire ces études, avoir les connaissances, avoir les rapports et sur la base de ça, donc on peut bel et bien sauver les îles. C'est bel et bien possible. C'est juste une question de volonté, de connaissance et d'engagement. Voilà. Sauver les îles, sauver le Sénégal, ce beau pays que vous n'arrêtez pas de chanter et qui va vivre un moment intense de son histoire, les élections. Le Sénégal restera toujours ce beau pays au sortir de ces élections. Oui, je pense que le Sénégal c'est très difficile. La situation est très difficile, très confuse pour beaucoup de communautés. En tout cas pour le Sénégal, pour les citoyens. Mais je pense que nous avons un grand pays. Nous avons un grand pays et quelle que soit la situation, le Sénégal restera le Sénégal. Le Sénégal restera le Sénégal des Sénégalais. Donc, comme on dit, le Sénégal restera toujours le Sénégal. Les Sénégalais, certains Sénégalais vont disparaître, certains vont venir renaître. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment être dans la paix, travailler dans la paix, mais dans la main pour que ce Sénégal-là puisse être le Sénégal du rêve de nos enfants. Nous sommes en train de vivre le Sénégal, peut-être ça peut ne pas être le Sénégal de notre rêve, mais nous on peut travailler pour que nos enfants puissent vivre dans le meilleur Sénégal. Dans un Sénégal où ce n'est pas eux qui vont quitter le Sénégal pour aller en Espagne, aux États-Unis, mais sinon ce sont les Espagnols et les Américains qui vont vouloir venir au Sénégal parce que réellement tout est là. Le Sénégal c'est un pays très beau, nous avons un pays magnifique, mais il faudrait qu'on puisse vraiment travailler main dans la main, éviter les extrémismes, d'accord, et comprendre que chacun d'entre nous a une idée, des ambitions pour le pays, d'accord, et chacun à son échelle, il est en train de faire quelque chose pour son pays. Donc, essayons de travailler ensemble dans le respect des lois et règlements, dans la solidarité et dans notre fameuse teranga sénégalaise. Docteur Samsidine Sarr, Juma Moubarak. Juma Moubarak. Merci beaucoup. Merci.